Alors, la rupture avec l'Union européenne est-elle un préalable nécessaire à la rupture avec le capitalisme? Bon, c'est une question très large, c'est une question compliquée, qui a plein de tenants, d'aboutissants. Alors, en 20-30 minutes, j'ai fait des choix dans la manière d'introduire ce débat. Alors, je pense que, de toute manière, pour répondre à cette question, il faut peut-être déjà préciser ce qu'on entend par rompre avec le capitalisme. Car en fin de compte, c'est ça qui nous intéresse ici. Alors, rompre avec le capitalisme, ça veut dire quoi? Si on veut autre chose qu'un simple slogan incantatoire, je pense qu'il faut y mettre un contenu politique précis derrière. Alors, rompre avec le capitalisme, d'après moi, ça veut finalement dire une chose assez simple, c'est prendre le pouvoir sur le capital, briser sa domination, la domination qu'il exerce sur le travail, sur nos corps, sur la nature, sur la société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre ce pouvoir sur le capital? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire le dégager des affaires économiques. Alors, le dégager, lui, et ses propriétaires, les capitalistes, des affaires économiques, mais aussi des affaires politiques. Le dégager, pas juste pour le plaisir, pour pouvoir y introduire les travailleurs et les citoyens d'une manière générale, mais pas juste par principe moral, pour pouvoir organiser de manière démocratique et efficace la production, le travail, selon des normes de gestion tout autres que la recherche permanente de profit. Donc, pour le dire schématiquement, moi, c'est comme ça que je le présenterai, c'est rompre avec le capitalisme, ça veut dire décider de ce que l'on produit, selon les besoins au sens large des populations, décider de comment on le produit, avec de l'emploi en quantité, en qualité, avec de la coopération entre les États, avec la volonté de préserver l'environnement. Ça veut dire décider aussi de l'utilisation des richesses générées par cette production. Donc les salaires, l'emploi, la sécurité sociale, les services publics, la recherche, le développement, etc. Alors, voilà, on va dire théoriquement. Alors maintenant, on peut se dire comment on fait pratiquement pour viser, pour rompre avec ce capitalisme, parce que c'est bien beau de dire il suffit de socialiser les entreprises pour rompre avec le capitalisme, encore faut-il être en mesure de le faire, et encore faut-il que le reste suive, puisque chasser le capital de l'économie, alors le capital en tant que rapport social de domination et de production, donc chasser le capital de l'économie implique également de trouver des sources de financement alternatives aux banques privées, aux marchés financiers, pour pouvoir financer les entreprises et les services publics. Donc ça, fondamentalement, ça demande de pouvoir mobiliser les ressources de l'appareil d'État pour pouvoir nationaliser, piloter, planifier l'économie. Ça demande également de pouvoir mobiliser les ressources du système bancaire, tout ça dans un sens visant à orienter différemment l'économie et la production. Et ça, fondamentalement, si je devais un peu aller droit au but, ça demande de prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir politique. Et prendre le pouvoir politique demande de mobiliser massivement les travailleurs. Sans le soutien massif des travailleurs, moi je pense qu'on ne pourra jamais mobiliser l'appareil d'État. Et inversement, sans mobilisation de l'appareil d'État, on ne pourra jamais soutenir les luttes et les projets de transformation sociale des travailleurs. Et donc, je pense, pour ma part, qu'il faut penser la rupture avec le capitalisme de manière dialectique, cette manière dialectique, en partant de la lutte de classe. Il n'y a qu'en construisant politiquement une mobilisation massive des travailleurs à travers un projet révolutionnaire que nous réussirons à créer à la fois les bases d'une prise de pouvoir et à la fois les bases d'une crédibilisation et d'un soutien aux actions des travailleurs. Donc, on ne rompt pas avec le capitalisme simplement par décret ou par slogan, évidemment. Cette mobilisation ne pourra se faire sans la multiplication des luttes et sans la multiplication, j'ai envie de dire, des luttes victorieuses par notre capacité à être tout à la fois une force de proposition, une force de construction et d'appui aux luttes sociales et populaires. Alors bon, évidemment, c'est du boulot. Et c'est là que je vous propose, enfin que moi je proposerais de faire le lien avec la question de l'Union européenne après ce long détour. Et la question deviendrait finalement, est-ce que l'Union européenne d'aujourd'hui est compatible avec la construction de cette dynamique de rupture avec le capitalisme? Et à mon avis, l'Union européenne et ses traités, en l'état, nous éloignent encore plus de ce champ des possibles. Pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, l'Union européenne représente aujourd'hui, d'après moi, un frein à la construction de ces mobilisations sociales en France, représente un frein à la construction d'une dynamique révolutionnaire auprès des travailleurs de ce pays. Déjà, j'ai envie de dire, c'est son ADN, en quelque sorte. Elle a été construite pour ça, elle a été
pensée comme ça pour empêcher les dynamiques révolutionnaires. Alors ça, c'est déjà un bon indice. La conception de la construction européenne, dès le départ, dès l'acte unique européen, en 1986, ça a pris la forme d'une organisation de l'exploitation capitaliste à l'échelle d'un continent. Les traités européens organisent la soumission des États à la dictature des marchés financiers, à la concurrence libre et non faussée, à la compétition coupe-gorge entre systèmes sociaux, fiscaux, environnementaux, etc., des pays membres de l'Union européenne. Et déjà que la régulation par la concurrence généralisée au niveau d'un seul pays soumet le salariat et son organisation à rude épreuve, c'est encore, à mon sens, plus éprouvant lorsque celle-ci se fait au niveau d'un ensemble de 28 pays présentant des normes sociales, fiscales et environnementales aussi divergentes. Et ça favorise évidemment la mise en concurrence et l'exploitation croissante des travailleurs de l'ensemble des pays européens, affaiblissant, à mon avis, de facto leur capacité de réaction et de construction dans les luttes. Au final, en quelque sorte, ça accentue la vulnérabilité du monde du travail en France et en Europe, d'une manière générale. Alors, il faut préciser que cela s'aggrave encore plus avec la zone euro, parce que là, on parle de l'Union européenne. Avec la zone euro, c'est encore pire, puisque les politiques monétaires ayant disparu, la capacité d'activer une politique monétaire ayant disparu, l'ajustement en matière pour reprendre un terme patronal, de compétitivité, se déporte intégralement sur le moins-disant salarial. Alors, on pourrait, certes, parce que c'est des choses qu'on entend et qui peuvent s'entendre, on pourrait certes considérer que l'existence d'intérêts convergents entre les peuples, entre les travailleurs des pays de l'Union européenne, pourrait permettre de travailler à la création d'un rapport de force européen, c'est vrai. Mais la question qui se pose alors, c'est est-ce qu'on a besoin de l'Union européenne déjà pour travailler à un tel rapprochement entre les peuples? Des rapprochements entre travailleurs européens existaient avant la construction européenne, ils existeront après la construction européenne. Et ils existent d'ailleurs aujourd'hui entre des travailleurs de pays européens et des travailleurs de pays non européens. Et on pourrait même, poussant le truc, on pourrait même considérer que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est plutôt un facteur d'éloignement des peuples via justement ce que je disais tout à l'heure, via la mise en concurrence globale qui s'exerce entre eux. Alors ensuite, autre frein de l'Union européenne, alors de manière plus immédiate, on va dire, pour certaines réformes économiques et sociales, on ne lutte pas contre un gouvernement, mais potentiellement contre 28 au sein de l'Union européenne. Et puis, pour finir sur ce point-là, depuis la France, la sensation d'être encore plus éloigné des lieux de pouvoir et de décision économique rend vraisemblablement plus difficile la mobilisation. Après, je pense qu'il est important quand même de préciser que cette nature de l'Union européenne ne doit pas pour autant nous amener à minimiser le rôle des gouvernements successifs français et de la bourgeoisie française. Ce serait oublier que l'Union européenne, c'est aussi la France. La France est la deuxième économie de l'Union européenne, c'est un des piliers de l'Europe au service du capital. Il faut quand même, je pense, avoir en tête que les décisions prises par l'Union européenne en matière économique et sociale sont en réalité en adéquation avec les dogmes économiques et sociaux des gouvernements français depuis la création de l'Union européenne. Après, si les logiques de délocalisation, de dumping social, d'éclatement des chaînes de production, etc., ne sont pas la chasse gardée de l'Union européenne, évidemment, celle-ci les favorise, les facilite et leur donne une ampleur bien plus importante. Deuxièmement, l'Union européenne éloigne le lieu d'exercice du pouvoir macroéconomique et le rend moins facilement, je dirais, déboulonnable, entre guillemets. Et donc, si notre objectif de parvenir au pouvoir est, par exemple, de pouvoir nationaliser, de pouvoir piloter, de pouvoir planifier la politique économique et industrielle, de pouvoir financer massivement les services publics, de pouvoir sécuriser l'emploi, etc., la France de l'Union européenne n'est pas le bon échelon politique, puisqu'en l'état des traités, l'intervention publique dans l'économie est strictement limitée et ne doit pas interférer avec la concurrence libre et non faussée. Le pacte de stabilité limite les dépenses publiques et soumet les peuples à l'austérité permanente. L'indépendance de la BCE, de la Banque centrale européenne, et son cahier des charges restrictif interdisent une utilisation de l'argent autre que pour soutenir les marchés financiers et les profits des entreprises. Alors à ça, on pourrait rétorquer que des entorses à l'esprit des traités sont parfois faites, preuve que ces traités ne sont pas figés dans le marbre. Sauf que ces rares entorses sont, à mon sens,
sont faites lorsqu'elles permettent, en dernier recours, de sauvegarder l'intégrité fondamentale de l'Union européenne et préserver son ADN, à savoir conserver la confiance des marchés financiers. C'est le cas, par exemple, quand la Banque centrale rachète des titres de dette publique, mais auprès des marchés financiers. C'est une sorte d'entorse à l'esprit des traités, mais qui permet fondamentalement de soutenir l'Union européenne dans ses dispositifs actuels. Autre élément, on pourrait également rétorquer que les traités sont peut-être plus souples que ce que l'on croit. Alors, un exemple souvent mis en avant, c'est l'article 123. Je suis désolé, c'est un tout petit peu technique, mais l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui autorise la Banque centrale européenne à financer des institutions financières publiques, ce qui veut dire, en gros, qu'on pourrait, sur le papier du moins, on pourrait utiliser les institutions financières publiques qui existent déjà, notamment en France, la Caisse des dépôts, BPI, pour servir de courroie entre nos besoins de financement et la puissance financière de la BCE. Mais là encore, c'est une disposition qui existe et qui est en effet permise par les traités. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il suffit de l'invoquer pour qu'elle soit mise en œuvre, évidemment. Alors, après tous ces points évidemment négatifs soulevés, je voudrais quand même apporter au débat peut-être un point sur les contraintes économiques qu'il faut quand même avoir en tête qu'impliquerait une sortie de l'Union européenne. L'Europe représente aujourd'hui un échelon politique de fait plus pertinent pour mener la lutte contre le pouvoir du capital à l'heure de la mondialisation financière, puisqu'un des problèmes fondamentaux que pose le capitalisme mondialisé et financiarisé, c'est qu'il donne une envergure internationale ou régionale aux grands groupes d'entreprises, et que donc rompre avec le capitalisme demandera de mener une lutte contre le grand capital, contre les grandes entreprises, contre les grands groupes, qu'il serait, à mon avis, objectivement et théoriquement surtout, plus facile de mener à minima à l'échelle de l'Europe si nous parvenions à créer une dynamique politique allant dans ce sens-là. Donc, si sortir de l'Union européenne permettrait de se donner les moyens crédibles de notre politique, je pense que la rupture avec le capitalisme impliquera, à mon avis, de travailler à la reconstruction d'une union politique et économique, mais sur une autre base et peut-être dans une autre temporalité. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, face à ce constat-là, que faire peut-être en revenir à la réalité des choses et à une analyse plus pragmatique. De deux choses l'une, soit on pense qu'on peut faire infléchir la politique économique de l'Union européenne, et dans ce cas-là, la réforme de l'UE peut être considérée comme un outil intéressant pour lutter contre le capitalisme, soit on pense que l'Union européenne est irréformable, et dans ce cas, la rupture avec le capitalisme est vouée à l'échec en restant dans cette Union européenne. Et dans ce cas, il faut viser une sortie, évidemment, de l'Union européenne, mais en ayant en tête que cette sortie n'aurait d'intérêt qu'en ce sens où elle faciliterait notre capacité à mener le combat pour une rupture avec le capitalisme depuis la France. Alors, je pense pour ma part que l'Union européenne n'est pas réformable. Déjà pratiquement, d'une manière pratique. Pas le poids politique nécessaire à date permettant d'impulser une dynamique de transformation révolutionnaire de l'Union européenne. C'est un point très prosaïque, mais qui, d'après moi, a quand même toute son importance. Ensuite, théoriquement, je pense que l'Union européenne n'est pas réformable. C'est-à-dire que je pense que de toute manière, l'Union européenne imploserait avant même d'envisager des réformes, amorçant un début de virage visant à chatouiller le capitalisme. Encore une fois, je pense que c'est son ADN. Et à ce titre-là, il suffit par exemple de regarder ce qui s'est passé pour la Grèce. Lorsque le premier gouvernement de Tsipras a été formé, qui ne visait pourtant pas à une rupture avec le capitalisme, déchaînement financier, explosion des taux d'intérêt, tensions politiques béantes entre les États, notamment avec l'Allemagne, mise en ordre de bataille de la Troïka et finalement fragilisation même de Tsipras dans un contexte de faible ancrage populaire. Alors, et moi, il me semble que cet exemple illustre bien cette double contrainte. C'est-à-dire que la lutte pour réformer l'Union européenne est extrêmement difficile dans l'absolu, et l'exemple grec nous montre que c'est même impossible sans un ancrage politique très fort auprès des masses populaires et des travailleurs. Alors, pour revenir sur cette question de l'Union européenne, je pense par ailleurs que le Parti communiste français souffre du discours vague qu'il entretient vis-à-vis de l'Union européenne, qui tend à adoucir notre critique de l'Europe, qui tend à créer une ambiguïté politique quand on parle de l'Union européenne et qui tend à nous mettre en décalage avec le rejet populaire de l'Union européenne qui ne fait aucun doute en France. Et à mon avis,
ce discours ambigu tend également à servir les intérêts des partis politiques visant une sortie de l'Union européenne, mais eux dans un cadre nationaliste, xénophobe et libéral. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, je précise tout de suite, je pense que ça fera peut-être l'objet d'une discussion tout à l'heure, mais je précise tout de suite que si je suis convaincu, moi personnellement, que le positionnement du parti, notre discours vis-à-vis de l'Union européenne joue défavorablement sur notre capacité à avoir de l'écho et de la crédibilité politique, je pense, mais c'est mon avis, c'est mon analyse, peut-être que je me trompe, mais mon analyse, c'est je pense que malgré tout, ça reste une explication à la marge. Et je pense que si le vote Front National au sein des classes populaires est devenu un vote important aujourd'hui, je pense que c'est que le Front National a réussi à imposer son analyse des problèmes économiques et sociaux, à savoir une analyse nationaliste. D'ailleurs, comme les fascistes italiens et allemands l'ont fait dans les années 20 et les années 30 avec la notion de nation prolétaire. Ils ont réussi à l'époque à embarquer une partie du prolétariat avec eux. Et je pense que la force du Front National dans ce contexte, c'est d'avoir proposé une analyse, une explication et une réponse à la dégradation des conditions de vie des travailleurs français. Et que si le Front National a réussi en partie son coup, c'est, je pense aussi, que nous, le Parti communiste, a en partie raté son coup, en ayant partiellement déserté le champ de l'analyse de classe, Union européenne ou pas, en vrai. Et que les difficultés sociales et économiques des travailleurs en France renvoient d'abord à notre bourgeoisie nationale, qui, elle, d'ailleurs, est défendue par le Front National, précisément parce que nationale. Et donc, le fond du problème, d'après moi, c'est que le parti a perdu une forme d'entrain révolutionnaire, idéologiquement et pratiquement, a perdu des repères de classe, qu'il s'est coupé d'une partie du monde du travail au moment même où les travailleurs français, les travailleurs de ce pays, justement plongés dans cette Union européenne-là dévastatrice socialement, sont, à mon avis, le plus réceptifs à un discours révolutionnaire. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, au moins avec cette conclusion que j'amène, c'est qu'elle nous amène à trouver un dénominateur commun aux deux options. La première option étant réformer l'Union européenne, la deuxième option étant de sortir de l'Union européenne. Je pense que dans les deux cas, nous butons sur un même problème qui, à mon sens, est le problème de fond, d'ailleurs, qui est notre incapacité à regagner de l'aura et du poids politique en France. Nous n'avons pas le poids politique qu'il faut pour réformer l'Union européenne, si tant est que ce soit possible de la réformer, et nous n'avons pas non plus le poids politique qu'il faut pour créer une dynamique de sortie de l'Union européenne. Et donc, dans les deux cas, pour moi, cela démontre que nous devons d'abord nous recentrer sur une nécessité impérieuse d'investir de tout notre poids la lutte en France. Pour que nous gagnions du poids politique en France, nos propositions doivent s'ancrer sur des mobilisations sociales et populaires massives, sinon ça ne reste que des slogans. Alors, est-ce que ces mobilisations, dépendront de la nature de notre discours sur l'Union européenne? Moi, j'en suis pas convaincu pour ma part, ou alors peut-être à la marge, mais bon, encore une fois, je me trompe peut-être dans l'analyse. Pour conclure, je pense que quel que soit le bout par lequel on prend le problème, je pense que la rupture avec le capitalisme dépendra d'abord, peut-être même avant toute chose, de notre capacité à reprendre le chemin de la lutte de classe. Alors, reprendre ce chemin, est-il bridé par notre appartenance à l'Union européenne? À l'évidence, oui, j'en suis convaincu. Mais après, moi, je pense que de toute manière, cette question Union européenne, pas Union européenne, se tranchera vraisemblablement d'elle-même lorsqu'on réussira à retrouver une place politique en France. En d'autres termes, je pense, dans le fond, que le Parti communiste français a en quelque sorte des problèmes peut-être plus urgents à régler que cette question de l'Union européenne. Alors, c'est mon point de vue. Et que l'urgence est peut-être surtout de renouer avec notre histoire révolutionnaire et à imposer au débat public une analyse de classe des problèmes économiques et sociaux que rencontre la population. Et donc, je pense que l'objectif du parti devrait être de retrouver son rôle historique, à savoir retrouver sa capacité à s'ancrer dans le mouvement réel des masses populaires, se raccrocher à la colère populaire qui monte de manière exponentielle, et surtout à rationaliser, à politiser cette colère populaire pour la transformer en levier de rupture avec le capitalisme. Et ça demande de se tenir au plus près du monde du travail et au plus près de l'entreprise. Après, je pense qu'il faut accepter de mener cette lutte à tous les niveaux qui se présentent à nous, en notre nom,
et avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans se rêver non plus aux portes du pouvoir, avec les moyens du bord, qu'ils soient français, mais aussi européens et pourquoi pas internationaux, pourvu que l'on mène la lutte auprès des travailleurs. Je pense d'ailleurs, mais ce sera sûrement un sujet de discussion au cours de la soirée, je pense que c'est peut-être au travers de cette conception-là qu'il faut penser notre relation à la Confédération européenne des syndicats ou encore au PGE. Et pour conclure, pour de vrai cette fois-ci, je dirais que c'est sûrement à ça que le parti devrait aujourd'hui consacrer toute son énergie, réaffirmer son projet révolutionnaire, théoriquement et pratiquement. Cela me semble d'autant plus urgent dans la période extrêmement trouble qu'on traverse actuellement. Nous devons, je pense, nous inscrire dans un schéma pour reprendre la bonne analyse et la bonne formule de Kevin, visant à transformer la situation pré-insurrectionnelle actuelle qu'on connaît à une situation pré-révolutionnaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais je vais paraître outrancier peut-être. Est-ce que d'une certaine manière, enfin, d'abord, constatons que l'Allemagne adhère à l'euro que dans la mesure que c'est la poursuite du mark. Est-ce qu'on ne peut pas dire d'une manière provocatrice que l'Allemagne réussit avec l'euro ce que la Wehrmacht n'a pas réussi à faire? Ne jamais perdre de vue que les concepteurs de l'euro, monnaie unique, l'avaient dès le départ conçu comme un élément de base de la construction d'une Europe fédérale liquidant les États-nations. Dès le départ. C'est là que l'euro trouvait toute sa cohérence pour le capital. La réalité, c'est que l'euro ne peut pas fonctionner dans sa forme actuelle. Peu importe que vous soyez pour ou contre, il est inefficient. Si vous êtes pour et que vous voulez que l'euro fonctionne, alors il faut créer un État fédéral européen, abandonner toute notre souveraineté, avoir un droit fiscal et social unique, qu'il nous plaise ou non, qu'il soit compatible avec nos conquis ou pas. Il faut un impôt européen, en plus de tout ce que l'on paie. Il faut une union de transferts, donc accepter de faire payer les riches français, entre guillemets, pour les pauvres Grecs ou les pauvres Roumains. Bref, il faut faire le grand saut fédéral et au passage, pour ne donner qu'un exemple du Big Bang nécessaire, imposer RSA à 500 € dans toute l'Europe ou renoncer à notre RSA. Croyez-vous donc un seul instant qu'un grand saut fédéral soit possible? Pour faire vivre la démocratie, il faut qu'il y ait une communauté politique. Et cette UE n'est pas une communauté politique. Cette communauté n'a pas d'existence au niveau public. Cette communauté politique se définit par un espace délimité par des frontières au-delà desquelles existent d'autres communautés politiques tout aussi respectables que la nôtre. L'UE et l'euro sont-ils de nature à satisfaire ce désir de démocratie? J'en doute. En un mot, le problème, ce n'est pas l'UE, le problème pour moi, c'est la démocratie. Merci. Bonjour à tous, donc Franck Marcel de la section d'ELEM dans le Nord. Alors avant de rentrer dans le vif de mon propos, j'ai quelques petits préalables. Le premier préalable, c'est pour sûr que je sois bien compris. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'UE n'est pas réformable. Je ne vais pas développer. Ça me paraît évident. La seule chose peut-être que je dirais, c'est que très simplement, l'UE est un traité et qu'un traité ne se réforme pas. Soit on en sort, soit on le met au panier, on en écrit un autre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire en préalable, c'est rappeler cette citation qui me paraît tout à fait pertinente de Karl Liebknecht, écrite en plein 1915, en pleine Première Guerre mondiale qui déchire l'Europe. L'ennemi principal est dans notre propre pays. Voilà, je pense que c'est une citation qu'on doit toujours garder à l'esprit et qui nous éclaire réellement sur les enjeux qui sont les nôtres encore aujourd'hui. Dernier préalable, c'est que je voudrais rappeler ma pensée par rapport à l'Europe, mon analyse de l'Europe et de la place de l'Europe dans le monde. Elle se situe aussi dans le cadre des apports qui ont été ceux de Samir Amin, qui est pour moi un des économistes marxistes qui a le mieux pensé les questions internationales récentes. Voilà, je vais rebondir sur l'intervention initiale d'introduction.
qui posait fort justement la question du pouvoir d'État. Effectivement, si on veut changer les rapports sociaux, si on veut changer la société, si on veut renverser le capitalisme, il faut se saisir du pouvoir de l'État pour pouvoir prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour établir une nouvelle société. Et du coup, quand on parle de l'Europe, la question première qui nous est posée, et je pense qu'il faut qu'on traite, c'est où se situe le pouvoir d'État dans l'Europe actuelle. Et donc, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on pense de ce qu'est cette Union européenne, qui est une sorte de, les juristes disent, c'est un objet sui generis, ce qui en langage châtié veut dire une sorte d'ovni dont on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, je vais faire une série de remarques. Première remarque, l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Et je pense que ça, c'est une remarque très, très importante et qu'il faut aussi toujours avoir à l'esprit. Dans 2 mois, moins de 2 mois, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. L'Union européenne va devenir un bloc central européen, encerclé par 3 puissances régionales avec lesquelles elle est en tension. Le Royaume-Uni, parce que visiblement ça n'a pas l'air de bien se passer dans les négociations, mais qui est une puissance régionale importante, une puissance militaire, une puissance économique, une puissance commerciale et diplomatique. La Turquie, sur son flanc sud-est. La Turquie est une puissance régionale importante, c'est une puissance technologique qui n'est pas négligeable, elle dispose d'une industrie tout à fait de bon niveau, y compris une industrie militaire, elle dispose d'un niveau de recherche scientifique qui n'est pas tout à fait négligeable. Et puis, troisième puissance avec laquelle l'Union européenne est en tension et qui est une puissance aussi très importante, c'est la Russie. Ça veut dire que l'Union européenne n'est pas une structure internationale qui est de nature à empêcher les rivalités et les guerres, qui est de nature à résoudre les contradictions du capitalisme, mais elle est plutôt une entité, une tentative, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit qui était fort intéressant, de constituer un bloc qui pourrait avoir la taille de participer à la rivalité mondiale. Voilà, ça c'est un premier point, mais l'UE c'est tout petit et ça va devenir simplement une composante de l'Europe. Et je pense que c'est très important de ne pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là UE et de prendre un peu de hauteur et de considérer l'ensemble des relations internationales et des relations locales. Le deuxième point, c'est que l'UE n'est pas un ensemble stable. On le voit avec le départ du Royaume-Uni, c'est un puissant révélateur, c'est un des membres clés qui quitte l'Europe, et on voit surtout avec la manière dont l'Europe a géré ce départ. C'est-à-dire que la priorité de l'Europe n'a pas été de construire une relation apaisée avec le Royaume-Uni. La priorité, ça a été de rester en position dominante et peut-être de donner des leçons à tout pays qui serait tenté de suivre la même voie. L'UE a refusé avec Theresa May un compromis acceptable. Elle a mis à bas Theresa May. Elle se retrouve face à Boris Johnson qui n'a pas du tout la même politique. Troisième point qui me paraît extrêmement important aussi, et ça rejoint tout à fait les analyses de Samir Amin, l'UE n'est pas autonome. Elle est sous l'influence des États-Unis, qui entretiennent quand même plusieurs dizaines de milliers de soldats et des dizaines de bases militaires. Le départ de l'Angleterre fait perdre à l'Union européenne des ressources importantes en mer du Nord. La Norvège n'est pas membre de l'Union européenne, donc elle n'a pas non plus ses ressources. La Russie n'est pas prête de rejoindre et n'a pas envie qu'elle rejoigne, qui dispose aussi de ressources naturelles. Donc l'Union européenne n'a pas beaucoup de ressources et n'a pas non plus beaucoup de débouchés parce qu'elle ne développe pas son environnement proche. C'est mon quatrième point. Si on compare la politique de l'Union européenne avec la politique de la Chine aujourd'hui et la politique de la route de la soie, le contraste est frappant. La Chine construit des infrastructures, elle développe des partenariats gagnant-gagnant avec son environnement, avec l'Asie, avec l'Eurasie et la Russie, avec l'Afrique, avec l'Amérique latine. Et l'Union européenne reste bloquée sur elle-même et elle se montre pour l'instant, en tout cas, incapable de résoudre encore ces contradictions et d'avoir un réel projet de développement. Son seul projet, c'est de transformer la Méditerranée en bain de sang et de construire des murs. Cinquième point, l'Europe n'est pas unie. Et ça, je pense que c'est aussi un point très important. L'Europe n'a pas fait disparaître les puissances rivales qui la composent, ni leurs intérêts. La France garde encore son siège de membre permanent à l'ONU. Elle n'en fait rien, mais ça c'est un autre sujet. Quand on prend un euro dans sa poche, il est quand même frappé d'un pays. C'est pas un euro, c'est un euro de France, un euro de Belgique. Alors vous avez au choix la tête du roi des Belges ou autre.
Et il y a beaucoup de choses dans les politiques européennes qui sont construites de la même manière. Les réserves de change ne sont qu'à moitié mises en commun, les réserves d'or restent à la Banque de France, etc. Donc pour l'instant, voilà. Autre exemple, il y a une alliance dans la compagnie aérienne Air France-KLM, et on ne peut pas dire que le gouvernement français et le gouvernement néerlandais s'entendent bien dans cette alliance. Voilà. Sixième point, l'Union européenne, comme je le disais au début, c'est une entité un peu bizarre dans le droit international. C'est pas une entité étatique. Faire un effort. Pardon? Le niveau du temps, il faut que tu conclues. Ça fait 7 Ouais, j'y suis presque. D'accord, ok, vas-y, finis. Non, je voulais pas te couper. Voilà, donc bon, je vais passer. Je pense aussi, dernier point, que l'UE n'est pas du tout adaptée. Comme elle a constitué une stratégie politique, économique et sociale directement dans le traité, l'UE n'est pas du tout adaptée à un changement général des circonstances économiques et sociales, ce qui, à mon avis, est en train de se produire. Du coup, pour conclure, j'ai 3 questions. La première question, c'est est-ce qu'on est certain de la capacité de l'Union européenne à survivre à un horizon de 10 ans? Et est-ce qu'on ne doit pas passer du temps aussi à réfléchir à ce qui se passe si cet ensemble s'effondre? Deuxième question, est-ce qu'on ne doit pas aussi passer plus de temps et d'énergie à discuter du cadre international général dans lequel l'ensemble des peuples du monde peuvent trouver les conditions d'un développement harmonieux? Et en particulier, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur la place qu'on accorde, par exemple, au cadre qui nous permettent de discuter, que ce soit au niveau syndical et politique, dans un secteur international? Quand on discute au sein de la Confédération européenne des syndicats, on parle entre pays de l'Union européenne. Mais si on veut travailler sur les solidarités de classe à l'échelle internationale, il me semble que l'échelon pertinent, c'est plutôt la Fédération syndicale mondiale. Même chose sur le parti de la gauche européenne. Enfin, est-ce qu'on a bien regardé la réalité des pouvoirs qui sont transférés et la réalité de la stratégie qui pourrait être la nôtre si on voulait défaire le pouvoir capitaliste en attendant de pouvoir défaire l'UE et de reconstruire autre chose? Comment on peut mettre des éléments en place pour prendre le pouvoir d'État au niveau national, pour conclure mon propos introductif. Voilà, merci. Déjà, bonjour à tous. J'ai rien préparé, donc je m'en excuse. Et je m'excuserai aussi de ne pas être un spécialiste des institutions européennes et de l'histoire de l'Union européenne. Il y a un truc que j'observe dans le débat et dans les interventions, c'est, je pense, un vrai problème de méthode. Je m'explique. On est en train d'aligner des arguments qui montrent que l'Union européenne est libérale, capitaliste, atlantiste, etc. Ce dont je veux dire, nous marxistes, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord. Ce qui nous sépare, c'est pas est-ce que l'Union européenne est libérale ou capitaliste, ou est-ce qu'on peut traiter avec. Ce qui nous sépare, c'est la façon la façon dont on rompt avec l'Union européenne, en fait, si je m'exprime bien. Ce que je veux dire, c'est que quand dans ce débat, ce dont j'ai le sentiment, c'est que quand on avance par argument en disant l'Union européenne n'est pas bien, automatiquement, ça donnerait de la force avec le fait que le préalable à toute sortie du capitalisme, c'est de sortir de l'Union européenne. Ce dont il n'y a pas eu d'argument qui montrait que c'était obligatoire que l'on sorte de l'Union européenne pour sortir du capitalisme. Ça me fait penser, comparaison n'est pas raison, mais quand même, ça me fait penser aux arguments qu'avaient les champions du mouvement social et les champions de révolutionnaires, je veux dire, au 19e et au 20e siècle, c'est-à-dire les anarchistes qui disaient que comme l'État était une organisation de la bourgeoisie pour l'organisation de la lutte des classes par la bourgeoisie, eh bien, il fallait sortir de l'État comme tout préalable à une révolution et à une rupture avec le capitalisme. Ce dont finalement les anarchistes ont été à gauche de plus en plus au fil des années. Je ne vais pas vous faire l'historique, mais de plus en plus marginalisés. Et puis c'est le marxisme, en tout cas chez les révolutionnaires, qui a dominé. Donc voilà.
du coup, moi, j'aimerais bien qu'on traite la question, est-ce que c'est possible de faire une rupture avec le capitalisme en préalable en sortant de l'euro, parce qu'on est tous d'accord sur la nature de l'Union européenne. Et moi, j'aimerais juste amener deux arguments qui me semblent importants sur le fait qu'il faudrait réfléchir à ça. C'est que de un, nous ne sommes pas la Grèce. On n'est pas la Grèce et on a aussi une importance dans l'Union européenne qui fait que si des gens qui voulaient un dépassement du capitalisme étaient au pouvoir quand l'Union européenne tapait sur le peuple grec, peut-être qu'on aurait pu avoir notre mot à dire si on avait un gouvernement qui voulait le dépassement du capitalisme dans l'Union européenne. Et que si on avait fait comme préalable de sortir de l'Union européenne, quelle solidarité on aurait pu organiser avec le peuple grec. Ensuite, il y a la question de ce qui a été souvent dit. Oui, non, mais c'est pas la question de Syriza que je parle, c'est vraiment la question du peuple grec. Ensuite, ce qui a été dit, c'est un traité n'est pas réformable. Bah oui, mais dans les faits, on peut tout peut bouger. Je veux dire, avant la Révolution française, c'était le roi qui était à la tête de la France et on pouvait rien faire. Si on suit cette logique. Moi, je pense notamment que je pense notamment que un truc que je ne suis pas spécialiste des institutions européennes, mais il me semble pas qu'il y ait d'huissiers de justice qui peuvent être, enfin, qu'il y ait pas d'huissiers de justice qui peuvent imposer. Il n'y a pas de structure coercitive à part la BCE qui peuvent justement imposer à la France, parce que la Grèce on peut bien le concevoir, mais à la France les directives européennes. Donc je me demande vraiment si le préalable obligatoire, c'est sortir de l'Union européenne, surtout on peut sortir de l'Union européenne comme a fait le Royaume-Uni et ne pas être une sortie de l'Union européenne qui vise un déplacement du capitalisme. Donc je me pose des questions, je ne suis pas spécialiste encore, mais je me pose des questions qui est un problème de méthode et deux, un problème, enfin voilà quoi, est-ce qu'on ne voit pas les choses de manière pas assez dialectique justement? Et même si évidemment, est-ce que ce ne serait pas quand on est au gouvernement et quand on a le pouvoir que ces questions-là se traitent et pas dire justement et pas dire simplement comment dire et pas dire on sort de l'Union européenne et ce sera automatique, tout ira mieux. Est-ce que c'est pas peut-être en appliquant le pouvoir et en ayant un pouvoir avec des gens qui souhaitent sortir du capitalisme qu'on voit si effectivement l'Union européenne pose problème ou pas. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais signaler en fait la position de la jeunesse communiste sur le sujet, puisque moi-même étant de la Fédération du Nord, en fait on a acté au dernier congrès la sortie de l'Union européenne pour la création d'une organisation de type ALBA, voilà, qui permettrait une solidarité avec les travailleurs et parfois peut-être au-delà de l'Europe en tant que territoire. Cette position de la JC, juste je voulais le signaler, elle n'est pas venue spontanément. 2006 dans la Fédération du Nord, on parlait de la question de quitter l'Europe. Donc le travail il a mis longtemps et en fait la question de sortir de l'Union européenne est venue naturellement à partir du moment où on s'est demandé est-ce qu'on peut être réformiste ou révolutionnaire. Et moi je pense qu'il est logique en fait pour un réformiste de vouloir réformer l'Union européenne. Et donc, je pense qu'il faut d'abord s'accorder sur les objectifs. Voilà. Voilà, c'était pour terminer là-dessus. Et juste une citation de Marx qui montre qu'en fait, on ne peut pas opposer les luttes de libération nationale et les luttes des classes au niveau national. C'est quand il nous dit donc du prolétariat contre la bourgeoisie, bien qu'elle ne soit pas au fond une lutte nationale, en revêt cependant tout d'abord la forme. Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit en finir avant tout avec sa propre bourgeoisie. Donc ça, c'est le chapitre 1 du manifeste, donc on est vraiment dans les enjeux, quoi. Et Marx est très bon là-dessus puisqu'il n'oppose pas du tout les deux. Voilà.
il y a un grand nombre de choses qui ont été dites, telles que je partage, et surtout lesquelles je me sens en phase. Notamment sur ce qui vient d'être développé, sur les statistiques, entre guillemets, enfin les analyses plutôt sur le vote du Front National par rapport au monde du travail. Parce qu'on dit le monde ouvrier, moi j'appelle ça le monde du travail. Parce que quelqu'un qui travaille dans les champs dans ma région, une région très agricole, avec beaucoup de travailleurs précaires, pour moi, ce sont aussi du monde du travail. Les gens qui sont précaires dans le cinéma, dans le théâtre, ce sont aussi pour moi le monde du travail. Ce sont aussi pour moi des ouvriers au sens où on l'entend, c'est-à-dire la force de travail manuelle et intellectuelle, qui est souvent achetée par le capital. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié dans le débat, dans ce qui s'est dit, l'introduction qu'en a fait le camarade pour lancer le débat. Alors moi, je ne suis pas tout jeune, hein. Je suis dans ma fédération, dans ma section, dans ma ville. J'ai connu les délocalisations. Toutes les entreprises ont disparu. Elles sont parties aller en Allemagne de l'Est, ou après dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Notamment ici, il y avait une entreprise qui s'appelait Orega, qui fabriquait du matériel électronique. Et je me souviens, à une élection européenne, on distribuait devant, on était quelques camarades du parti. Et quand je distribuais, je donnais aux gens qui sortaient ou qui rentraient dans l'entreprise, je leur disais toujours la même chose. J'en ai gardé un souvenir précis parce que je disais aux gens, la plupart on se connaissait, ou beaucoup on les connaissait, on se connaissait tous. Je leur disais, pour une Europe des travailleurs, et je donnais le tract du Parti communiste, la liste du Parti communiste. Et il y a le délégué de la CGT dans cette entreprise, à un moment donné, quand je suis sorti, on s'est salué, on s'est serré la louche. Et puis quand je lui ai dit, tiens, c'est la liste du Parti communiste pour une Europe des travailleurs, il m'a regardé et puis il m'a dit, si seulement c'était vrai. Ça, c'est pas en 79, camarades. C'est beaucoup plus tard. Je pense que la construction européenne, elle a été conçue contre les peuples. Et moi, la question que je me pose en tant que communiste, c'est à quel moment le Parti communiste, il a abandonné l'idée que la construction européenne, elle était faite contre les peuples. Elle s'est faite contre les peuples. Quand les camarades, tout à l'heure, ils parlent d'argent, enfin, combien coûtent les interventions européennes partout dans le monde, les interventions militaires? Combien ça coûte les déplacements d'argent, d'avions, de soldats, tout ça? Ça, c'est toujours contre les peuples. Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, il y a un petit panneau d'affichage près de chez moi. Je marquais souvent la même chose pour la guerre de 14 ou pour la guerre de 40. Je marquais en 14-18 ce qu'avait dit, je sais plus quel écrivain, excusez-moi, il avait écrit la guerre de 14, elle a été créée pour que les capitalistes s'enrichissent. Et ce sont des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont entretués de tous les pays d'Europe et du monde. Je crois que pour la guerre de 45, je marquais toujours ce poème de Desnos, qui parle que on a dressé les peuples les uns contre les autres. Qu'est-ce qu'on est en train de faire encore aujourd'hui? On fait bien la même chose. L'Europe utilise, et dans le monde, on utilise les peuples les uns contre les autres. C'est-à-dire, on l'a vu au moment du Covid, les Chinois qui avaient confisqué la fabrication des masques, qui nous les payaient, qui nous les faisaient fabriquer, alors qu'on avait les entreprises pour les fabriquer, mais on a tout abandonné. On a tout abandonné. Ceux qui ont participé dans ce pays, en France, le plus à la construction européenne, à la construction de l'Europe du capital, et qui ont introduit l'idée qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'est les socialistes. Tous les gouvernements socialistes qui se sont succédés, encore celui de François Hollande, ça n'a pas été autre chose. Alors à moi, on va pas me faire croire qu'aujourd'hui tu peux combattre l'extrême droite si tu ne dis pas clairement les choses. Quand la camarade, elle dit, enfin la personne qui est intervenue avant moi, la jeune camarade, quand elle dit que les analyses, mais écoutez, autour de moi, tout le monde vote Front National. Aux dernières élections européennes, dans le Parti communiste, moi, aux manettes du département, j'ai eu un mal fou à faire engranger pour que les camarades aillent au mastic pour se battre derrière Yann, avec Brossard, tête de liste.
les camarades me disaient, il faut sortir de l'Europe. Tant que cette construction européenne se fera, se continuera et existera, il n'y aura pas d'avenir pour le monde du travail dans ce pays. Donc, il fallait en sortir. Alors, j'ai dit, moi, j'avais toujours le même argument, un argument simpliste et arrondi. Écoutez, camarades, si on veut avancer, Yann Brossa, c'est le candidat du Parti communiste. Donc, on votera communiste en votant Brossa. Il disait, t'es bien gentil, mais t'es un peu, pas tous, t'es bien gentil, mais t'es un peu utopiste. Et ça n'a pas été simple de faire que les camarades prennent position pour que Brossa, qu'on a dans les entreprises, pour qu'il en reste, et qu'on continue à se bagarrer sur les du parti. Moi, je pense que en 79, le Parti communiste, moi, j'ai voté en 79, c'est une des premières fois où je votais. À la tête de la liste du Parti communiste, il y avait Emmanuel Maffre-Boger, qui était un gars qui venait du mouvement chrétien, je crois, qui était lié à la petite bourgeoisie ou à la bourgeoisie moyenne du sud-ouest de la France, qui venait du pays du vignoble, et c'était pas n'importe quoi. C'était, je me rappelle plus s'il était tête de liste ou s'il était 2e ou 3e de liste. Et je me souviens de comment on était enthousiaste. Comme moi, jeune encore, j'étais enthousiaste et j'y croyais. Alors, j'y croyais non pas à la construction européenne, mais qu'on allait pouvoir déjouer à l'intérieur de cette Europe-là les plans du grand capital, comme dirait Marchais. Eh ben non, on n'a rien déjoué du tout. C'est eux qui ont gagné partout. Regardez comment ils tiennent les commandes, comment ils tiennent tout. Aujourd'hui, on nous dit que c'est le préfet allemand et Darmanin qui sont en cause dans le mouvement qui est en train de se passer, alors que Cazeneuve, il n'est pas responsable. Ils sont pas responsables quand ils ont matraqué les militants contre la loi El Khomri. Ils ont participé à tout ça. C'est quand même extrêmement grave ce qu'on a vécu et ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, moi je dis que aujourd'hui, l'Europe, telle qu'elle est encore aujourd'hui, c'est la désespérance. Et le Front National, il a 2 doigts de gagner, camarades. Il a 2 doigts de gagner, il a 2 doigts d'arriver au pouvoir. Surtout justement en train de se passer aujourd'hui en France. Il a 2 doigts de gagner pour une raison. Les gens, ils n'en veulent pas de cette Europe-là. Venez avec moi dans ma ville. Venez avec moi dans ma fédération. Venez avec moi dans mes communes. Avec un tract du Parti communiste à la main. Moi, j'essaye de le faire. Et vous allez voir un peu ce qu'on entend. Faut voir ce qu'on entend. Les ressorts. Alors, effectivement, il y a un camarade qui a cité Annie Lacroix-Ruiz, excusez-moi. Et effectivement, il faut de l'histoire pour comprendre les mécaniques du monde d'aujourd'hui. Moi, j'écoute France Culture, j'écoute des informations, j'écoute beaucoup les camarades, aussi ce qui se dit, il faut de l'histoire. Mais il y a aussi le quotidien, il y a le concret, il y a ce qu'on vit, dans nos villes et nos communes. Jamais le secours populaire, les secours dans ma ville, dans mon département, jamais, je n'ai jamais vu ça, camarades. Aujourd'hui, j'étais dans un grand magasin, il y avait la banque alimentaire, je suis impressionné. Et quand vous discutez avec les camarades, avec les gens, camarades, c'est souvent ce qui revient. C'est souvent ce qui revient. Alors moi, dans ma famille, quand je disais aux gens, au moment des élections européennes, ne vous abstenez pas, allez voter Brossa. On me disait, oui, Patrice, on va le faire, ouais, t'inquiète pas, compte sur nous. Ma foi qu'ils y sont allés. Mes frères, mes sœurs, mes neveux et mes petits-enfants, je suis pas sûr qu'ils y soient allés. Voilà, camarades, excusez-moi d'avoir parlé avec passion, avec un peu d'emportement, mais je crois que le fond, il est là. À quel moment, je pose la question, à quel moment notre parti, il a lâché là-dessus? À quel moment? C'est une question de fond pour moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, bah alors du coup, je vais rebondir sur l'intervention très riche et émouvante qui m'a précédée. À quel moment on a failli? Peut-être qu'il va falloir à un moment donné qu'on travaille sur les désastres de l'eurocommunisme. Peut-être que déjà là, il y aurait de quoi faire un travail. Mais peut-être aussi faut-il rappeler que le Front National, moi, j'entends ce que le camarade a dit avant, mais on l'entend aussi chez nous. Mais on a toujours remis en avant les votes du FN au Parlement.
qui ont toujours été des votes anti-monde du travail, anti-femmes, et on s'est beaucoup appuyé là-dessus comme argumentation pour contrer les arguments effectivement des gens. Mais c'est vrai qu'au niveau du parti, on est toujours un peu en difficulté parce qu'il y a une ambiguïté et je trouve que si le 38e congrès n'a pas tranché, eh bien peut-être que les congrès suivants vont devoir le faire. La question pour moi, c'est pas tant sortir de l'euro. Ce qu'il faut, c'est un projet. S'il n'y a pas de projet, sortir de l'euro, d'autres l'ont dit avant moi, ça va être désastreux parce que si on sort de l'euro en restant dans un système capitaliste, on va avoir les foudres du capital, un déchaînement pas possible contre celui qui est sorti, et donc ça va être extrêmement compliqué. Il va y avoir une concurrence de fou, une prédation sans limite. Et je crois que sortir de l'Union européenne présuppose de sortir sur la base d'un projet et d'un projet qui soit en rupture avec le capitalisme. Je vais parler de la Grèce parce que je connais un petit peu, j'y étais pendant la période qui a précédé l'arrivée de Tsipras et un peu après. Et pour dire à quel point la bourgeoisie avait décidé de faire un exemple, c'était pas tellement un problème économique, ils en ont rien à faire, c'était un problème avant tout politique. Tsipras prend le pouvoir dans un contexte particulier qui succède au PASOK, qui venait de mettre en place quelques années auparavant une réforme, la réforme de Kallikratis, qu'on connaît sous un autre nom en France, qui est la réforme territoriale, qui consistait à assécher les communes et à tout donner à la région. Donc, on dilapide les services publics et on restreint la démocratie de proximité en réduisant le nombre d'élus. À ce moment-là, le peuple grec est dans un état, il est exsangue, les gens ne mangent plus, ne se chauffent plus, ne peuvent plus se soigner, et un mouvement progressiste qui rassemble une multitude de petits partis décide de se battre contre la grande Europe et contre le capitalisme. Néanmoins, il se bat sans armes et surtout sans avoir réfléchi à l'avance à un projet alternatif. La prise de pouvoir de Tsipras se fait avec un processus historique. La Grèce, c'est à la fois une guerre civile après la Deuxième Guerre mondiale, la dictature qui a beaucoup pesé, y compris après dans les décisions qu'ils ont été amenés à prendre, y compris face à la Troïka. Et une droite très forte, une forte présence de l'Église et un parti communiste qui s'éclate en deux, et un Syriza qui arrive pour regrouper toutes les forces progressistes qui sont en fait des forces réformistes majoritairement. Donc on se retrouve dans une situation où avec au niveau européen un PGE et aussi l'action du PCF là-dedans a créé l'espoir d'un changement, mais qui, au bout du compte, même si on y croit parce qu'on se dit qu'il faut quand même aller au combat et tenir tête, est illusoire. C'est une illusion parce qu'il n'y a pas de projet derrière. Donc, c'est une illusion entretenue y compris par le PGE qui par ailleurs est largement alimenté par des fondations, je pense à la fondation Rosa Luxembourg, qui sont des fondations des fondations social-démocrates et qui sont majoritairement un frein à une alternative et à une rupture dans cette Europe qu'on connaît actuellement.
Donc, on est confronté à un parti qui prend le pouvoir et qui prend le pouvoir dans des conditions où il intègre tous ses cadres à l'appareil d'État et à l'administration et qui n'a plus rien sur le terrain pour se battre. Il sous-estime par ailleurs l'ennemi et il se laisse… Il a la naïveté de croire qu'il va pouvoir, dans ces conditions, combattre. Bien évidemment, le résultat, on le connaît, c'est par faute d'avoir été prévenu, notamment par les communistes grecs, qui ont fait ce qu'ils ont pu dans cette période, parce que cette période de prise de pouvoir a été, malgré, ils avaient un programme de redistribution qui était le programme de Thessalonique. Alors, pour tout de suite donner à manger, soigner les Grecs, etc., c'était un programme keynésien. Même ça, ils n'ont pas pu l'appliquer. Hein. Ça, ils n'ont pas pu l'appliquer, y compris alors que c'était vraiment à minima réformiste. C'est dire à la volonté de la Troïka d'acter politiquement la destruction politique de toute tentative de soulèvement, même si ce soulèvement était un simple soulèvement réformiste et d'accompagnement en réalité du capital. Moi, je crois qu'il faut qu'on repose les choses de manière plus… si nous souhaitons, l'exemple grec est très fort pour moi de ce point de vue, parce qu'il y a eu une tentative, parce qu'il y a eu une volonté, mais qui n'a pas été suffisamment construite autour d'une rupture et d'un programme qui permettent réellement le basculement. Moi, je pense que s'il n'y a pas un parti communiste, que ce soit en France ou ailleurs, mais un parti communiste qui soit en capacité, un parti de classe, sur des bases de classe, et qui soit un parti de masse, qui permette à l'ensemble des travailleurs de se réapproprier des outils pour changer la donne, nous n'y arriverons pas. La sortie de l'Europe, elle est totalement illusoire. Nous ne pourrons pas, si nous n'avons pas un projet réalisé à procéder à ce basculement, alors qu'on sait que sur la base d'un simple programme réformiste, ils ont lapidé, humilié la Grèce. Et ça a été un combat politique et des combats collectifs, mais aussi individuels. Il y a eu, à la suite de la signature par Varoufakis en juillet 2005, où il a cédé au mémorandum. Je ne juge pas mes camarades, moi je ne fais que constater, mais je ne me permettrai pas de juger ce qu'ils ont fait. Néanmoins, cette signature, elle dynamite aussi une partie de la gauche en Europe. Elle met les peuples face à nous n'allons pas pouvoir changer, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, c'est une fatalité, il va falloir faire avec, il n'y a pas de possibilité de changement. Et j'en veux terriblement au PGE, y compris au PCF dans cette période où il n'y a pas eu le réflexe pour dire mais attendez, c'est un leurre, il faut travailler autrement, ce chemin-là n'est pas le bon, il faut qu'on travaille à un véritable projet de société. Donc moi, je crois que dans la période, dire et asséner que le parti assène que l'Union européenne doit être une union de nations souveraines et de peuples associés, c'est gentil, mais ça suffit pas. Il va falloir aller plus loin dans la proposition du projet parce que sinon, on va continuer ce qui est actuellement conduit par la Commission européenne. Dans un contexte quand même, où le capital n'a plus besoin de la démocratie pour s'accumuler, on sent bien où est le danger. Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant avec notamment cette proposition, ce qu'ils ont voté au niveau européen, je crois que c'est il y a 1 an maintenant, sur la criminalisation des partis communistes, parce que s'il y a des forces en Europe qui peuvent faire opposition, qui peuvent porter des projets, ce sont les partis communistes en Europe. Et ces partis communistes-là, ils les criminalisent, bien évidemment. Ça leur permet
de continuer d'avancer dans leur projet en se débarrassant de ceux qui pourraient leur faire obstacle. Donc, il faut revenir sur des bases de classe. Il faut continuer la réorientation du Parti communiste français. On va avoir un congrès qui arrive et moi, je me félicite que Fabien Roussel puisse dire qu'il faille sortir des traités européens. C'est la première fois, moi, que je l'entends et j'en suis satisfaite quand on sait que l'Europe n'est qu'un empilement de traités européens. Entre sortir des traités européens et de sortir des traités et de sortir de l'Europe, il y a un pas, et le pas, à mon avis, est bien sûr celui qui permettra la construction d'un véritable projet. Je pense que Roussel le disait encore à l'Assemblée nationale, un socialisme à la française. Eh bien, allons-y. À partir de cette proposition-là, déclinons tous les possibles, que ce soit en termes de nationalisation, d'appropriation collective des moyens de production ou d'une planification économique. On a vu en Chine avec le Covid ce qu'une planification économique pouvait donner pour garantir au peuple au moins la garantie sanitaire. Hein. Donc, je crois qu'il faut qu'on travaille à ça. C'est possible. Le Parti communiste français revient de loin. Je le répète, il faut qu'on retravaille sur la question du basculement à l'euro communiste. En tous les cas, moi, personnellement, je vais regarder de ce côté-là parce qu'il faut qu'on inverse très vite, et le camarade qui m'a précédé a raison. Le Front National, le Rassemblement National, ou en tous les cas, les fascistes sont aux portes. C'est notre ennemi de classe, il faut le rappeler, les fascistes ne sont pas du côté du peuple, ils ne l'ont jamais été. Les seuls qui peuvent faire opposition à ça, ce sont les communistes. Et un parti communiste, nous avons besoin d'un parti communiste visible, un parti communiste fort, qui puisse être force de proposition, et nous aurons besoin dans les luttes, que l'ensemble des travailleurs s'approprient nos propositions, parce que nous ne ferons rien sans que il y ait une masse en face qui s'empare de nos propositions pour tenter ce basculement. Et je pense que le 39e congrès peut-être va nous permettre de réarmer ce que nous avons laissé. Et bien sûr, on n'aurait pas dû, mais l'histoire est ainsi. Hein. Elle est faite de rapports de force, et je pense qu'il est temps d'inverser ce rapport de force. D'abord, par rapport à ce qui a été dit sur les évolutions de la position du PCF, je voulais dire quand même qu'un des tournants, ça a été 1997, avec la participation gouvernementale, la participation au gouvernement de Jospin. Et on avait mené une bataille très forte contre Maastricht d'abord, et puis après contre le passage à l'euro. Et à partir de ce moment-là, on a baissé d'un cran sur la bataille. Et beaucoup de camarades qui étaient au Conseil national, comme moi à ce moment-là, pensent qu'il y avait une sous-table dès le début de cette participation qui n'a pas été mise dans les mains des communistes. Voilà. La deuxième chose c'est très important ce qu'a dit le camarade sur le fait que l'Union européenne, c'est pas l'Europe, parce qu'il y a une confusion qui est entretenue là-dessus, qui permet pour une part au capital de brouiller les pistes, et le parti parfois s'est servi de cette confusion entre Union européenne et Europe. Moi, je pense que l'Union européenne n'est pas réformable parce que, mais ça a été largement dit, c'est un outil du capital pour le capital, et que dans sa construction, les intérêts populaires n'ont jamais été partie prenante. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la construction de la nation française, mais même si on ne peut pas se satisfaire de ce qui est devenu la République aujourd'hui. Donc pour moi, un empire, on le réforme pas, c'est comme le roi, quoi, on lui coupe la tête. Donc voilà, pour moi, elle n'est pas réformable. Et la question, c'est d'en sortir, mais c'est pas seulement d'en sortir. Et moi non plus, je l'aurais pas posé comme un préalable. Je pense que ça se pose dans un mouvement, le mouvement d'un peuple. Mais c'est évidemment de faire tomber, de rendre caduque cette construction-là, de la rendre caduque pour pouvoir mettre en place d'autres types de coopération.
Alors, il y a deux questions qui sont venues dans le débat. La première, c'est comment on traite de cette question avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de dire dans les catégories populaires, dans les salariés, quand on parle de l'Union européenne, très souvent, on s'arrête tout de suite de nous écouter. Tellement le mot d'Union européenne suscite à la fois un rejet et à la fois l'idée que de toute façon, on n'y peut rien. Il faut quand même se rappeler que les Français se sont fait voler leur nom en 2005. Et cette expérience-là a laissé des traces. Et l'autre question, c'est si on veut faire un programme dans ce pays, un programme de transformation sociale, j'en suis même pas au socialisme, comment on fait avec l'Union européenne? C'est deux questions. Moi, je pense qu'on peut parler avec le peuple de cette question de l'Union européenne. Je pense qu'on peut dire beaucoup plus naturellement que nous sommes défavorables à cette construction et que nous l'avons toujours été. Je pense qu'on peut parler du fait qu'on veut d'autres coopérations entre nations souveraines dans le monde et en Europe, dans toute l'Europe. Je pense que ça se dit. Je pense qu'au lieu de parler de la réforme de la Banque centrale européenne, on pourrait dire que nous, on veut un autre système bancaire et parler, par exemple, de banques coopératives. Au lieu de parler de l'euro et de monnaie unique, on pourrait parler d'une monnaie commune qui peut laisser libre l'existence ou pas de monnaie nationale. Et puis, il faudrait parler de la nation, parce qu'on s'est vraiment laissé voler la bataille sur la nation, par le Front National, entre autres. Mais des fois, on se la laisse même voler par Macron par moment. Et je pense qu'il faudrait parler de la nation. Pour moi, on est favorable au cadre national, parce qu'on pense que c'est le plus favorable au peuple pour sa souveraineté et pour la lutte des classes. Parce que personnellement, l'idée qu'on va en finir avec cette construction européenne quand tous les peuples de toute l'Europe auront décidé de le faire, franchement, j'y crois pas. Et je pense que si le peuple français n'y croit pas, il a raison. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on a besoin de travailler sur comment on traite cette question avec le peuple et on aura besoin de le travailler dans le cadre de la bataille des présidentielles. J'espère bien qu'on aura un candidat. Parce que Ian Brossat, quand il a commencé sa bataille sur la question de l'Union européenne, au moment des européennes, il a commencé à parler de la sortie des traités européens, ce qui était déjà pas si mal, compte tenu de là où on en était quand il démarre sa campagne. Mais chacun a pu remarquer qu'il en a beaucoup parlé au début, mais qu'à la fin, il n'en parlait plus. Donc, voilà, c'est toutes des questions qu'on a à traiter dans les mois qui viennent. Et après, moi, je pense que si on voulait mettre en place, dans une situation où, évidemment, le parti est plus fort, le peuple est organisé, etc. Si on voulait mettre en place une politique de transformation sociale, on se heurterait à un certain nombre de questions. On se heurterait on affronterait. Ce serait un affrontement. Qui c'est qui peut imaginer que ça se passerait tranquillement? Donc, on s'affronterait à la question de la propriété, des secteurs essentiels de l'économie. On s'affronterait à la question des nationalisations. On s'affronterait à la question des droits des salariés, à la question des services publics. Et bien évidemment qu'on s'affronterait à la question de l'Union européenne. Et que chaque fois qu'on serait amené à prendre une décision qui va dans le sens des intérêts des travailleurs, se poserait la question de la sortie des traités européens, de la souveraineté nationale, c'est-à-dire le peuple a le dernier mot. Il a le dernier mot au-delà des traités européens, il a le dernier mot au-delà de la BCE, etc. Et de fait, ça nous mettrait, je pense, en situation de rupture avec l'Union européenne. Et si la France était dans cette démarche-là, moi je pense qu'en Europe, ça serait un événement politique premier. Si la France s'affronte à l'Union européenne et affirme son indépendance par rapport à l'Union européenne, je pense que ça met en très grande difficulté l'Union européenne, et je pense que pour les peuples des autres pays, ça serait un signal, quoi. Donc c'est tout ça qui est posé, et ça entraînerait évidemment des choses au niveau de toute l'Europe et au niveau international.
Alors après, évidemment que ce qui me vient dans la discussion, c'est évidemment que c'est un combat difficile. Mais moi, je pense qu'il faut que le parti sorte un peu d'un discours où on dit aux gens, voilà ce qu'on va faire, soutenez-nous, etc., etc. Effectivement, dans la période où on est, pour arriver à battre le capitalisme, je ne vais pas faire de débat sur les mots, battre, dépasser, etc. Mais pour arriver à battre le capitalisme, à reprendre le pouvoir au capital et aux grandes fortunes, ça va être une bataille considérable. Et évidemment, pour mener, que ce soit sur la question de l'Union européenne, sur la question de la propriété ou sur d'autres questions, il faut qu'on puisse aborder ce débat-là franchement avec le peuple. Sinon, comment voulez-vous qu'ils nous croient? Mais vraiment, et donc, ça sera une bataille considérable. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un parti communiste qui joue ce rôle d'organisation, de force, de débat idéologique, j'ai envie de dire d'armer le peuple idéologiquement. C'est aussi dans ce mouvement-là et dans cette bataille-là, qui ne peut être que très dure, parce que je ne vois pas historiquement de révolution facile, sauf celles qui se sont arrêtées au bout de 3 jours. C'est dans cette bataille-là que le parti trouve sa raison d'être et son utilité. Voilà, je m'arrête. Merci. Je crois que Tibor a raison de dire dans son intervention qu'en fait, idéalement, bien sûr, ce que nous désirions, ce serait l'Europe des soviets, mais voilà, mais que ça va être un peu compliqué d'atteindre cet objectif-là, et que c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est possible ou non? Voilà, mais je pense que ce qu'il faut avoir bien conscience aussi, c'est que l'Union européenne est un système productif cohérent et vraiment très fortement intégré. Et donc, je crois qu'il nous faut mesurer ce que ça veut dire à la fois de rester, mais aussi de sortir. Non pas pour se décourager, mais pour se hisser à la hauteur des défis. Il faut avoir conscience vraiment, je le répète, du degré d'intégration causé par la mise en place du marché unique, de la zone euro. Alors, parce que, bon, on l'a dit, hein, l'Union européenne, un camarade l'a dit, l'Union européenne a peu de débouchés. Mais je ne suis pas d'accord, moi, avec ça, hein, parce que l'Union européenne, alors certes, importe beaucoup du reste du monde, mais elle y exporte aussi beaucoup. Souvent, d'ailleurs, les mêmes produits que ceux qu'elle importe. Hein. L'Union européenne, à part sur les matières premières, est pratiquement autosuffisante industriellement. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Rien que pour citer un secteur qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, qui sait, par exemple, que l'Union européenne, prise dans son ensemble, est le premier producteur mondial de respirateurs, de réactifs pour les tests PCR, de gants en latex, de blouses de protection, et le deuxième producteur mondial de masques chirurgicaux derrière la Chine. Hein. Enfin, l'Union européenne, prise dans son ensemble, c'est un géant industriel dans tous les domaines. Et pourtant, la France s'est désindustrialisée, comme le Royaume-Uni, comme l'Italie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la mise en place du marché unique, puis de l'euro, a conduit à vraiment une recomposition de la production européenne autour de l'Allemagne. Enfin, il ne faut jamais oublier, je pense, que la petite Allemagne et ses 82 millions d'habitants, c'est toujours aujourd'hui le premier exportateur mondial, devant l'immense République populaire de Chine. Et la dynamique même du capital allemand, ce n'est pas un complot allemand, mais c'est la dynamique même du capital allemand qui est plus productif, qui bénéficie d'un euro sous-évalué par rapport à ce que serait le Deutschmark, alors que nous, on a un euro surévalué par rapport à ce que serait le franc, qui restructure l'économie de ses voisins à son avantage. Alors, ça a commencé par l'Europe de l'Est, puis c'était le tour de l'Italie, maintenant c'est celui de la France. Alors, il y a toujours une industrie en France et en Italie, bien sûr, mais ce qu'il en reste, c'est vraiment intégré dans les réseaux de production allemands de plus en plus. Regardons par exemple, je ne sais pas moi, Valeo, c'est le grand équipementier automobile français, mais aujourd'hui, Renault et PSA réunis pèsent moins pour Valeo dans son chiffre d'affaires que Volkswagen. Voilà, il y a vraiment eu une recomposition de l'industrie autour de l'Allemagne. Alors, ouais, voilà. Moi, je pense qu'il est établi que nous, Parti communiste, on a eu raison. En 92, puis en 2005, on n'aurait pas dû mettre en place le marché commun, on n'aurait pas dû mettre en place l'euro, on avait raison, et puis au final, on a perdu. Le marché commun, il est là depuis 30 ans, l'euro depuis 20 ans, et il y a des pans entiers de notre industrie qui se sont envolés. Le capital français est entré dans l'orbite du capital allemand, et on s'est spécialisé sur des produits spécifiques, dont les intégrateurs finaux sont en fait les grands groupes allemands, exactement comme le capital polonais, tchèque, roumain, italien. Mais voilà. Et donc, en fait, je pense que l'ampleur de l'intégration régionale qui s'est passée, de la cohérence du système productif européen aujourd'hui autour de l'Allemagne, ça fait monter un peu les enjeux d'un cran pour nous. C'est vraiment la question de peut-on construire le socialisme dans un seul pays si on devait sortir?
Et si oui, à quel prix? À quel prix? Quel serait le prix de la sortie? Il faut avoir conscience de ça. Comment? Pour la France, je pense que le prix, il serait énorme. Et il faut bien avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir de l'Europe, mais il faut avoir conscience que si on sortait de l'Europe, si on sortait de l'Union européenne, il y a des pans entiers de notre industrie qu'on ne produit plus en France, dont on est dépendant de circuits d'import européens qui sont pour le moment libellés en euros, etc. Donc, si on sortait sur une base, Fabienne l'a dit, quand la Grèce a commencé sur un programme très social-démocrate, très réformiste, à bouger d'un style, la Grèce a véritablement été punie. On a vraiment tout fait pour casser ce mouvement en Grèce. Alors, si on en était là pour la France, alors certes, la France n'est pas la Grèce, mais si on en arrivait là pour la France, il faut bien avoir conscience qu'il y aura une période de transition peut-être très, très compliquée. C'est pour ça qu'on aura besoin d'alliés dans ces moments-là, ne serait-ce que pour passer cette période de transition, parce qu'on ne change pas un système productif du jour au lendemain. On ne refait pas ces réseaux d'approvisionnement du jour au lendemain. Rien que pour des questions techniques parfois. Les pièces, c'est des pièces spécifiques qui viennent d'une usine spécifique dans un pays spécifique. Bon, si ce pays, c'est l'Allemagne, si ce pays, c'est la Belgique, qui reste dans l'Union européenne alors que nous, on sort et qui tente de nous punir, on voit que ça peut être vite compliqué. Donc, il nous faudra des alliés. Ces alliés, ça sera bien sûr, certains l'ont dit, les pays socialistes, peut-être la Chine, peut-être, ok. Mais bon, même ça demandera du temps. Parce que il faudra du temps techniquement pour tout réorganiser. Et les autres alliés, ça peut être aussi, bien sûr, les pays européens eux-mêmes, ou pas forcément les pays européens, mais les mouvements sociaux dans les pays européens, pour savoir si l'Europe punira la France ou ne punira pas la France, ce qui restera de l'Europe. Ça dépendra du rapport de force interne. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une vision dialectique. Moi, je suis assez d'accord avec Tibor. Il faudra probablement sortir de l'Europe, mais cette sortie sera coûteuse, en tout cas dans une phase transitoire. Et pour que cette phase soit le moins coûteuse possible, il nous faudra le plus d'alliés possible. Et pour avoir des alliés, il faut pour l'heure actuelle rester avec le plus de contacts possible, aussi avec les partis politiques frères dans l'Union européenne, avec les syndicats dans l'Union européenne, pour qu'il puisse y avoir une pression aussi forte que possible en faveur de la France quand on mettra en place une autre politique socialiste si un jour nous arrivons au pouvoir, quoi. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire, c'était un peu long déjà, donc je vais m'arrêter là. Je me permets une petite réflexion. Moi, j'ai des interrogations depuis un certain nombre d'années, on va dire sur la façon dont le parti pense la transition vers le socialisme, sur les analyses qu'on a des politiques économiques qui peuvent être mises en place. Alors, à cet égard, je pense que l'expérience Syriza, qui revient fréquemment dans les débats, elle est intéressante, mais peut-être qu'on peut prendre une expérience encore plus ancienne et qui est aussi instructive et qui, pour le coup, est française. C'est le cas de l'expérience des années Mitterrand et la tentative de relance qui a été mise en place au début des années 80. On était dans un cadre qui était beaucoup moins contraint quand même qu'aujourd'hui avec l'euro. Et pourtant, on a vu directement, dès l'arrivée au pouvoir de la gauche dans les années 80, tout de suite, il y a les capitalistes qui ont commencé à essayer de punir les Français pour avoir voté pour un gouvernement socialiste. Notamment, alors deux outils dont ils disposent pour punir les expériences progressistes. On a tout ce qui est les fuites de capitaux, la spéculation sur la monnaie et l'augmentation des taux d'intérêt sur la dette souveraine. Donc ça, c'est des choses qui ont été observées dans le cas français. Aussi, dans une certaine mesure, quand Tsipras est arrivé au pouvoir, c'est ça qui s'est passé. Et donc, ça, il faut bien l'avoir clairement en tête. C'est que si on formule des propositions de politique pour construire le socialisme, il faut qu'on ait clairement en tête, en fait, ce vers quoi on s'achemine si jamais on est en mesure de mettre en place nos politiques. Et moi, ma position là-dessus, je pense que c'est on peut pas se contenter des propositions actuelles, tout simplement parce qu'en fait, elles sont, il y a des éléments qui peuvent éventuellement sembler fonctionnels de façon abstraite ou dans un contexte qui n'est pas conflictuel. Mais dès qu'on réfléchit un peu à, on va dire, la séquence qui se mettra en place à partir du moment où on arrive au pouvoir, on se rend compte qu'en fait,
il y a des choses, il y a des choses dans ce qu'on propose qui sont des impensés énormes. Et je laisse de côté même les contradictions internes de certaines propositions qui ont été bien soulevées, je pense, par les camarades qui ont fait des interventions au début. Notamment le camarade qui a souligné le fait que l'euro, c'est totalement dysfonctionnel, tout simplement parce qu'en fait, on a une monnaie qui est régie, qui est en fait une monnaie s'accompagne toujours d'un État normalement pour la gérer. Et là, dans le cas européen, on n'a pas une autorité étatique qui correspond avec l'échelle sur laquelle se déploie la monnaie. Donc, moi, mon point de vue, c'est que si jamais on arrive au pouvoir, il faut qu'on soit préparé à l'idée que soit on enclenche une dynamique de type effet domino qui, de fil en aiguille, va nous amener vers un changement radical du système, soit en fait on va faire une Tsipras ou une Mitterrand et on va être obligé de retourner à la niche assez vite. Alors, quel serait le type de mécanisme donc, qui pourrait se mettre en place? Admettons donc Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon ou qui sais-je encore arrive au pouvoir. Donc, on va dire un président avec derrière une majorité qui soit, à tort ou à raison, supposé être porteur d'un potentiel progressiste. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc il va y avoir déjà certainement des fuites de capitaux massives, des relèvements des taux d'intérêt sur la dette souveraine et des choses qui vont vite créer rapidement un chaos économique et qui vont inciter à mettre en place ce que beaucoup de pays ont fait et ce que des pays, même des pays du tiers-monde ont fait, comme la Malaisie, un contrôle des capitaux. Donc ça, c'est une chose qui risque de se poser. Et à partir du moment où on met en place un contrôle des capitaux, en fait, on s'inscrit en rupture frontale avec les règles de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement contraire à l'ADN de l'Union européenne. Et donc derrière, il faut qu'on soit, voilà, ça par exemple, j'ai jamais entendu dans le cadre d'un débat au sein du parti la question du contrôle des capitaux. Est-ce qu'on peut mettre en place un contrôle des capitaux? Moi, ça me semble, ça a peut-être l'air un peu technique, mais en fait, c'est assez fondamental. Si on regarde dans le cas de la crise asiatique qui a eu lieu à la fin des années 90, il y a le pays qui s'est relevé le plus rapidement possible, le plus rapidement de la crise asiatique, c'est la Malaisie qui a mis en place un contrôle des capitaux. Juste ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit que les capitaux qui entraient devaient demander, en gros, ils ne pouvaient pas ressortir avant un certain délai, ils ont mis un délai temporel. C'est assez simple à mettre en place et pourtant, ça a été décisif en fait, dans la vitesse de récupération. Donc, c'est des choses qui sont possibles, on n'en débat pas. Et moi, j'ai l'impression que, notamment quand j'entends certaines justifications au sein du parti sur pourquoi il faut rester dans l'euro, parce que si on sort de l'euro, il y aurait de la spéculation sur la monnaie. Oui, mais d'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, on accepte comme horizon indépassable le fait que la liberté de circulation des capitaux, elle doit être totale. Donc, en fait, on se met des barrières mentales. On ne réfléchit pas à des choses qui sont fondamentales et qui, en fait, normalement, devraient venir à l'esprit immédiatement quand on réfléchit à un processus de rupture, normalement vers un autre système. Alors, je pense que c'est particulièrement notable dans le cas de cette question-là de contrôle des flux des capitaux. C'est valable aussi dans une certaine mesure sur la question de comment on contrôle les flux commerciaux. C'est des choses qui sont pas pensées suffisamment. Donc on a des propositions des fois qui viennent il faudrait mettre en place un protectionnisme au niveau européen ou j'entends rarement parler de protectionnisme à l'échelle nationale. On a l'histoire du protectionnisme social et solidaire. D'autres qui disent non, il ne faut pas parler de protectionnisme, il faut parler de protection sociale. Mais concrètement, des propositions vraiment concrètes de choses qui pourraient être mises en place, être intégrées à un programme, je vois pas trop, quoi. Voilà. Pour conclure
cette contribution, je pense que voilà, il y a des questions très concrètes qu'il faut qu'on doit être capable de se poser. C'est de dire concrètement, si on arrive au pouvoir, ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là du contrôle des flux des capitaux? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se poser ou pas? À quelle échelle? Quelle temporalité? Et même chose sur en fait, tout ce qui constitue les outils fondamentaux de la politique économique. On ne conçoit pas une politique de transformation sociale, de transformation productive si on ne pose pas, c'est des questions fondamentales, quoi. La question de la politique monétaire, de la politique commerciale, on pose pas ces questions, on les pose mal ou on n'y répond pas. Voilà. Oui, tout le monde est pressé, mais je vais vous prendre Non, quand non, même vas-y, t'inquiète. 5 ou 10 minutes. Et je vais commencer mon propos pour pouvoir vous dire une chose toute simple, c'est que l'objectivité n'exclut pas d'avoir un parti pris. Le tout, c'est d'annoncer d'entrée de jeu. Et le mien, il est clair, j'ai pris le parti du socialisme et de la rupture avec le capitalisme. Moi aussi. Et voilà, mais je pense que ce soir, on est nombreux. Mais soyons lucides. Socialisme en débat, c'est la structure qui nous réunit ce soir, elle a trouvé ses marques. C'est le 3e débat que nous organisons. Il y a des fidèles, il y a des nouveaux, il y a un style, il y a une marque de fabrique. Je pense que le style et la marque de fabrique, c'est la liberté de ton, le respect mutuel et la volonté d'aller au fond des sujets. Il y a des progrès, et certainement des progrès aussi amenés. C'est un débat à l'horizontale, mais ce n'est pas un débat à l'horizontale qui méprise les apports spécifiques d'un certain nombre de camarades. Et une de nos volontés, ça a été effectivement de faire émerger des interventions plus construites, de les faire préparer par des camarades et d'avoir des supports écrits. C'est un peu l'évolution qu'on s'est donnée dans ces formats plus restreints où nous sommes une centaine de personnes à débattre pour la 2e fois consécutive, un espèce de laboratoire dans lequel on peut échanger librement, où des communistes, et pas les communistes, ce qui n'est pas du tout la même chose, peuvent librement discuter, construire et aller vers des consensus. Sur la question de ce soir, elle n'était pas innocente et elle était faite de parti pris. On aurait pu prendre parti de poser la question de la sortie de l'Union européenne. Nous avons plutôt voulu poser la question en tension entre l'Union européenne et établir le socialisme. C'est donc un parti pris qui veut pointer la question du socialisme comme un objectif, une visée. Je voudrais dire que l'objet de notre débat ce soir, c'est pas de se substituer au Parti communiste français. C'est pas de se substituer à nos institutions, à nos sections, à nos fédérations, à nos structures. C'est un endroit où on peut débattre librement, où on peut chercher des consensus, des points de repère, où on peut favoriser la compréhension d'un sujet et la faire partager par le plus grand nombre possible. Et j'aimerais donc à ce stade essayer de dégager, mais c'est subjectif, quelques consensus pour les participants du débat de ce soir. La sortie de l'ensemble des traités fait aujourd'hui référence à l'égard de la question de l'Union européenne. C'est effectivement la position de Fabien Roussel et c'est une évolution et un élément clair du changement de position de notre parti. Changement de position partiel, en mouvement, mais en tout cas très clair. L'Union européenne, 2e consensus, l'Union européenne n'est pas l'Europe. La sortie de la Grande-Bretagne renforce encore cette évidence. On a cité la Suisse, la Russie, la Turquie. 3e, le cadre de la nation reste opérant pour poser la question des luttes et de la rupture avec le capitalisme, voire avec l'instauration du socialisme. 4. La mondialisation de l'économie relativise les alliances commerciales sur des bases de proximité géographique, l'internationalisme, la coopération avec la Chine, avec d'autres pays situés de manière très éloignée, est tout aussi importante que la proximité géographique. 5. L'UE n'est pas intervenue de manière utile dans toutes les grandes crises que nous avons traversées ces derniers temps. La pandémie, bien sûr, mais aussi la crise syrienne, les vagues migratoires. 6. L'OTAN est une institution imbriquée à l'UE. Elle a un rôle particulièrement néfaste et il y a un consensus pour sortir de l'OTAN et de revendiquer ce que les communistes ont toujours fait, une bataille pour la paix. Mais malheureusement ou heureusement, j'ai l'impression que 2 questions ont l'air d'avoir un peu été consensuelles entre nous ce soir.
ce socialisme qu'il faudrait construire et cette idée que l'UE est un obstacle et qu'il va falloir de toute façon en sortir, c'est d'une manière ou d'une autre un consensus entre nous. Pour autant, la question du socialisme et de l'UE était à l'ordre du jour du précédent congrès, dans l'esprit de ceux qui ont lancé le manifeste, mais si l'on regarde le texte final du manifeste, ils en ont été expurgés. Pourquoi? Parce que ces deux questions ne faisaient pas, au moment du congrès précédent, consensus au sein du parti. Et j'ai envie de dire qu'ils ne font toujours pas consensus au sein du parti, contrairement à ce que pourrait laisser penser notre débat de ce soir. Je pense que si nous reprenions les mêmes débats dans nos sections, dans nos fédérations, ce qu'il nous faudra faire, nous nous trouverions vite avec des oppositions, des divergences de vues qui ne sont pas venues ce soir. Je suis de l'Essonne, j'ai été très longtemps de Seine-Saint-Denis. J'imagine très bien le débat dans la fédération de Seine-Saint-Denis, au sein de la fédération de l'Essonne. On a déjà vu sur les questions de l'emploi et de la bataille de l'emploi les divergences majeures qui sont apparues. Alors pour autant, est-ce qu'il faut penser que les choses n'ont pas bougé? Non. Je crois que ce qui se passe ce soir nous montre bien que nous sommes à un tournant pour la vie de notre parti. Non pas parce que nous sommes là et parce que nous disons un certain nombre de choses, même si nous y contribuons, mais parce que, comme nous le disions tout à l'heure, la question de la rupture avec un capitalisme en crise systémique, par la parole de notre secrétaire national, fait sorte de consensus bien au-delà du congrès précédent. Et que cette question de la rupture avec le capitalisme en crise pose tout à fait naturellement la question de l'approfondissement des contradictions et nous invite à dépasser un certain nombre de choses. Si nous voulons une autre société, il va bien falloir lui donner un nom. Il va falloir bâtir un projet. Il va falloir se baser sur des références, peut-être pas sur des modèles, mais des sujets d'études, comme la Chine. Peut-être que nous pourrons en finir par en conclure, comme Jean-Claude Delaunay, qu'il faut établir en France comme ailleurs un socialisme à construire selon les réalités d'un pays, dans le cadre d'un rapport de force à un moment donné. Et en quoi le débat de ce soir peut-il y aider? Il peut y aider d'une manière relativement simple. D'abord, en rendant public les attendus de ce débat, en rendant public les contributions des uns et des autres, en aidant par là même à trouver des points d'appui, à former les camarades. Cela a été dit, nous manquons de formation, nous manquons de repères théoriques, et c'est important que des débats comme celui de ce soir existent, car ils aident à ça. Donc faire propagande, osons le mot, faire connaître, partager, et puis aussi, certainement et nécessairement, ne pas se contenter de débattre entre nous, de débattre entre ceux qui savent, entre ceux qui veulent savoir, entre ceux qui s'approprient les questions idéologiques, mais vouloir débattre entre tous, vouloir débattre avec le parti réel, c'est-à-dire ceux qui nous ressemblent et ceux qui ne nous ressemblent pas, vouloir débattre avec le parti profond, c'est-à-dire ceux qui, dans nos cellules et nos sections, font vivre notre parti, sans pour autant tous les matins se poser les questions idéologiques de fond et de vouloir se confronter à des débats aussi compliqués que celui de ce soir. C'est donc vouloir aider à ce que le débat infuse, diffuse dans le parti. Et après, il faudra prendre les choses à bras le corps, participer les uns et les autres au congrès pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons comme conviction, et essayer de faire progresser ces convictions dans le débat idéologique, mais aussi dans les luttes. Et je voulais revenir un instant pour la conclusion de la conclusion sur la question de General Electric. La camarade a raison. La question de General Electric pose la question de la nation. Mais moi, je vous invite à regarder la bataille du parti et la bataille de la CGT sur cette question. Moi, je propose qu'on mette en annexe au débat la carte pétition éditée par le Parti communiste français et le 4 pages édité par la CGT sur les questions du devenir de General Electric. Les deux se retrouvent sur 3 points essentiels. 1, la suspension des plans de licenciement. Oui, c'est exact. Il faut arrêter la casse. Mais deuxièmement, l'appropriation des moyens de production, on parle de nationalisation, on parle de pôle public, on parle aussi de critères de gestion. Et 3, l'idée d'un grand débat national sur la filière énergétique. Eh bien, je pense qu'au travers de ce laboratoire, je suis salarié de General Electric, je suis militant communiste à General Electric et je suis militant syndical à General Electric, on s'affronte à la question de l'Europe, à la question de l'international. On fait avancer les choses du Congrès parce que pour faire avancer les choses du Congrès, c'est dans les luttes concrètes qu'on peut les faire avancer. Donc, je vous invite tous à retourner dans vos sections, dans vos fédérations, forts et armés du débat de ce soir. Merci.